On va essayer d'avancer. Donc, on va faire une présentation à deux avec Thibaut. Et le premier, c'est mon patient, qui est un homme de 80 ans, qui avait dans ses antécédents une hypertension artérielle, une fibrillation auriculaire depuis quelques années, et puis qui était essoufflé, de plus en plus essoufflé, qui consulte son cardiologue en janvier 2011, qui retrouve qu'il avait un gros cœur, qu'il avait un BNP élevé, il le met sous l'Azilix, et il aurait pu avoir cette langue-là, mais il ne l'avait pas. Et donc le cardiologue qui suivait ce patient, au bout de 9 mois à peu près, l'envoie à son radiologue en lui demandant de faire une IRM pour voir s'il y avait une cardiopathie ischémique et puis évaluer précisément la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et le radiologue lui renvoie son patient en lui disant ton patient, il a une amylose cardiaque. Donc ça, c'est l'intérêt du dépistage par l'IRM dont on a parlé tout à l'heure, et on voit de plus en plus de patients qui sont dépistés avec des amyloses, soit à cause de l'IRM, soit pour les vieux messieurs avec les amyloses séniles, à cause des scintigraphies faites pour le bilan d'un cancer de la prostate, par exemple. Donc il a une biopsie de graisse sous-cutanée dans son centre, où il est répondu à amylose, mais il n'y avait pas de typage, donc on a fait envoyer la biopsie à Poitiers pour essayer de le typer, mais un peu comme dans l'observation précédente, il n'y avait pas d'amylose sur cette graisse sous-cutanée. Donc, le rouge Congo, c'est difficile, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs. Et donc, on a refait une biopsie de glandes salivaires chez lui et on a eu des tout petits dépôts d'amylose. Mais là encore, le typage était impossible parce que les prélèvements étaient extrêmement petits. Et puis, à la fin de sa consultation, il m'a dit « Ah ben, j'ai un de mes cousins, il a cette maladie, là, l'amylose. » Et c'est le docteur Thibaut Damy qui le suit à Mondor. Et il a une amylose cardiaque aussi. Ah ben, je me suis dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose de familial. » Et ce patient, bon, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait comme type d'amylose, donc je lui ai fait une électrophorèse, une immunofixation, des chaînes légères. Il a un petit excès de chaînes légères kappa à 91 avec des lambda 47, pas d'immunoglobulines monoclonales autrement. Il a une petite hypergamma, il a une insuffisance rénale, et je pense que l'excès de chaînes légères kappa est en fait simplement lié au fait que quand vous avez une insuffisance rénale, l'avantage de durée de demi-vie, disons, des lambda qui sont dimériques et qui sont éliminés moins rapidement est perdu. Et comme on produit plus de kappa, le rapport s'inverse. Et ce patient n'avait pas du tout d'immunoglobuline monoclonale. On lui a fait une scintigraphie osseuse qui fixait vraiment. Et donc, on a dit il a probablement une amylose à transthyrétine. Et comme son cousin a aussi une amylose, il doit être muté. On a fait une étude en biologie moléculaire et cette étude était négative. Et donc là, on a commencé à discuter avec Thibaut. Les gens qui font la génétique moléculaire ont discuté entre eux. J'ai senti qu'il y avait un certain doute chez les Parisiens sur comment on faisait ce typage-là. Et donc vous allez voir la suite, mais ça s'est terminé au fait que notre généticien maintenant est à Mondor. Alors je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais en tout cas, on l'a perdu. En échographie, il était relativement grave, ce malade, avec un strain qui était à moins 5%, une fraction d'éjection qui était diminuée autour de 30%. Il était vraiment essoufflé, fatigué, il ne pouvait plus faire grand-chose. Et donc, en l'absence d'autres traitements efficaces, je l'ai mis sous thé vert. Et pour donner du thé vert à des patients comme ça, soit on leur demande de boire 2 litres, ce qui est difficile, soit on fait une ordonnance d'épigallocatechin, 400 mg, une gélule par jour, et soit leurs pharmaciens savent le faire, soit ils peuvent commander à une pharmacie qui est à Paris, qui s'appelle la pharmacie Flac, mais il y en a d'autres qui le font en France. C'est à peu près 30 € par mois, et c'est quelquefois, curieusement, remboursé par les caisses de sécu. Ce patient, il est devenu bradycarde un petit peu dans l'évolution, on lui a mis un pacemaker, ce qui lui a fait beaucoup de bien. Le NT-proBNP n'est pas très encourageant, mais ça c'est mon dernier courrier. Je trouve qu'il va relativement bien, ça fait 2 ans et demi qu'il est sous thé vert pour son amylose. Il reste essoufflé pour des efforts modérés, mais il dit pouvoir faire plus de choses qu'auparavant. Il a recommencé à faire son jardin. Il module lui-même ses doses de l'Azilix, et puis au bout de 2 ans et demi d'évolution, il va pas trop mal. Donc ça, c'était l'évolution du patient de Limoges. Voyons le patient de Mondor, 80 ans. Maintenant, il a 82 ans. Alors voilà l'arbre généalogique de la famille. Donc moi, je vais vous raconter donc celui de Mondor. En fait, nous, on l'a vu un petit peu avant, en 2009, avec Soulev Gendouz. On l'avait géré tous les deux au moment où on montait un peu notre réseau. Donc il avait 68 ans à l'époque, il était blanc, donc d'origine française. Il avait une insuffisance cardiaque qui évoluait depuis plusieurs années, il n'y avait pas d'antécédents familiaux particuliers.
Et nous, on l'avait eu à gérer donc, sur une insuffisance cardiaque à FEVG préservée avec une FA. Et on nous l'avait adressé avec Soulev pour essayer de réduire sa FA. Et puis donc, dans le cadre du bilan, on a fait donc une ETO et on a trouvé un thrombus auriculaire. On l'a anticoagulé avec plusieurs anticoagulations, anti-agrégations et le thrombus avait persisté. Il présentait surtout des signes d'insuffisance cardiaque droit, un NT-proBNP très élevé, etc., une troponine positive. Voilà son échographie. J'ai fait court, parce que sinon on en a pour longtemps, mais vous voyez qu'il y avait une hypertrophie biventriculaire, des valves épaissies, un profil qui était restrictif et un strain très altéré avec un sparing apical, comme on vous l'a déjà montré à plusieurs fois avec cet aspect en collerette. Voilà son IRM. Vous voyez des dépôts vraiment diffus du myocarde, à la fois sur le ventricule gauche et le ventricule droit, c'est les dépôts blancs, mais également sur les deux oreillettes, gauche et droite. On a beaucoup discuté à l'époque, on avait contacté nos internistes, on a fait tout le bilan biologique des autres amyloses, enfin de l'amylose AL, électrophorèse, immunofixation, dosage des chaînes légères libres, protéines Ben Jones, tout ça c'était négatif. Je vous ai mis les deux IRM en fait, parce qu'en fait la vraie histoire c'est qu'on s'est vu à la Société française de cardiologie pour un topo tous les deux, et on a dit ah bah t'as le cousin, moi j'ai le cousin. On a regardé les deux IRM, alors à droite vous avez celui de Limoges, on t'a pas piqué ton radiologue encore, mais ça va venir, et à gauche... Et à gauche, celui de Mondor. Et vous voyez que globalement, ils ont des dépôts. Quand on a vu ça, on s'est dit, ah, c'est incroyable, ils ont les dépôts pareils, ça prédomine en latéral, c'est la même chose, c'est sûr. Voilà. Et on était parti à ce moment-là dans les explorations diverses et variées. Nous, on avait fait une biopsie myocardique assez rapidement à ce patient. Les glandes salivaires étaient normales, donc vous voyez, le marquage TTR était très fort, et donc on était vraiment parti sur une amylose TTR héréditaire. On lui a fait le test génétique chez Sophie Valex et on a trouvé une nouvelle mutation à l'époque qui était décrite qu'une fois, je crois, qui était fréonine 75 isoleucine. Donc quand Arnaud nous a dit que lui, il n'avait rien trouvé, on lui a dit envoie-nous tes prélèvements et nous, on t'envoie le nôtre et puis on va checker si nos tests génétiques effectivement sont bons. Et ils étaient tous les deux bons et donc c'est pour ça qu'on lui a piqué son généticien pour renforcer notre équipe. Voilà. Donc vous voyez, c'est un dossier de cas cliniques très intéressant où on voit que c'est pas si simple et que dans une même famille, on peut avoir deux cas d'amylose avec en plus des gammapathies qui se mélangent. Voilà. Je ne sais pas si tu m'avais laissé. Tu m'avais pas laissé le. Si, mais en fait, tu l'avais laissé juste avant. En fait, c'était avant. Oui, c'est juste pour. Le thé vert, c'est pas simplement pour faire écolo. C'est les Allemands qui ont introduit ça. Et c'est un vieux médecin allemand, Dallelber, qui s'était traité au thé vert avec une amylose AL cardiaque, avec un résultat assez spectaculaire. Donc ils y ont cru, les Allemands. Ils ont un essai randomisé en cours, notamment dans l'amylose AL. Et puis ils ont publié ce papier d'amylose TTR en mesurant la largeur des parois du cœur sur 6 mois par IRM et en montrant que sous thé vert, il y a une régression de la taille des parois. Donc ça peut être un traitement qui est intéressant chez ces patients pour qui pour l'instant on n'a pas de traitement avant qu'on en ait d'autres plus efficaces. Au moins on donne quelque chose. C'est un peu moins cher que le tafamidis et ça peut quand même avoir une certaine efficacité. Et sinon les amyloses séniles, je pense que ça va devenir la forme d'amylose peut-être la plus fréquente dans les années qui viennent avec le vieillissement de la population et les diagnostics qui sont faits de plus en plus souvent. Quand on fait des autopsies aux gens de plus de 75 ans, je crois que c'est plus de 25% des hommes, c'est beaucoup plus rare chez les femmes, qui ont de l'amylose dans le cœur, même si ce n'est pas symptomatique chez tout le monde. Donc je pense qu'on va en avoir beaucoup dans les années qui viennent.